Le céramique, lieu de l'au-delà. Centre d'Athènes. Des voitures qui vont et viennent, des coups de klaxon. Des trottoirs pleins de passants, des pas pressés, des voix inquiètes. J'étais frénétiquement à la recherche d'un refuge. Je n'aurais pourtant jamais pu l'imaginer, dans un des quartiers les plus centraux d'Athènes, ni que je m'y trouverais, parmi les bouquets de thym, les coquelicots, la lavande et les tortues, comme dans la campagne de mes souvenirs d'enfance. Et pourtant, il existe bien ce petit coin préservé, le site archéologique du céramique et son musée, qui, comme une capsule temporelle, nous transporte dans la belle banlieue de l'Athènes antique. Le lieu, entouré par les rues d'Assomatone, du Pirée et d'Hermou, ne représente qu'une petite partie de l'ancienne circonscription de l'Attique, l'œdème du céramique, au nord-ouest d'Athènes, coupé du bruyant environnement urbain. Une découverte fortuite de la stèle en marbre de la tombe d'Agathon, en 1863, ouvrit la route aux fouilles qui se firent sous la direction de la Société archéologique de 1870 à 1913 et de 1913 à nos jours sous celle de l'Institut allemand d'archéologie. Le céramique, la belle banlieue d'Athènes selon Thucydide, s'étendait le long de la vallée du fleuve Eridanos. Le nom Eridanos, composé de la racine indo-européenne danos, humidité, rosée, fleuve, et du mot irion, tertre funéraire, tombe, désignait un cours d'eau toujours existant et visible encore aujourd'hui. Il prend sa source au mont Lycabette et coule de façon souterraine dans la direction du centre de la ville, parvenant jusqu'aux céramiques, mais à l'état de ruisseau. L'Éridanos lie à un écosystème qui compte 180 espèces d'arbres et de plantes et 10 espèces d'oiseaux. Sous l'Antiquité, l'hiver, il se changeait en un torrent qui inondait toute la zone. À partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, quand les eaux du fleuve commencèrent à se retirer, asséchant tout autour le marécage, apparurent les premières habitations, ateliers de céramique et diverses autres constructions. Depuis les temps préhistoriques, l'endroit accueillait des sépultures, parce qu'il se trouvait à l'ouest de la ville. L'ouest, selon les croyances des peuples méditerranéens, constituait le point d'horizon idéal pour y placer les tombes, puisque la mort était considérée comme le couchant de la vie. Depuis longtemps pourtant, dans ce même lieu, la vie allait de pair avec la mort, car il s'y trouvait également des ateliers de céramique, en raison du sol argileux dû à la présence du fleuve, qui donnèrent naissance aux poteries qui sont parmi les plus célèbres œuvres d'art de la Méditerranée. Vraisemblablement, c'est aussi la céramique qui a donné son nom au lieu, même si, selon une autre version, il proviendrait du héros Céramos, fils de Dionysos et d'Ariane. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait remarquable que l'art de la céramique soit resté vivant en ce même lieu depuis 2500 ans, puisqu'encore aujourd'hui, quelques mètres plus loin, se trouve le centre d'études de la céramique moderne. Le céramique était séparé en deux par les murs de la ville. La partie à l'intérieur des murs qui s'étendait en direction d'Athènes avait un caractère d'habitation, tandis que la partie extérieure était vouée aux sépultures. C'est donc ici, à partir des murs, que je décidai de commencer mon périple, à la manière d'un voyageur d'autrefois qui, dans des temps reculés, visitait la ville. J'ai donc pris position là où jadis se trouvaient les portes d'entrée de la cité, à l'endroit du dit pylône, à la fois monumentale porte d'Athènes et point de départ de la voie sacrée. Par le dit pylône passait la rue principale d'Athènes. Sa cour abritait des jeux, des fêtes et les préparatifs pour la cérémonie des Panathénées. D'après Lucien, rhéteur et satiriste de l'époque romaine, les murs de la grande cour du dit pylône recueillaient les couplets érotiques des jeunes amoureux. À côté de la porte sacrée, passait et passe l'Éridanos.
C'est de cette porte que les initiés partaient pour les mystères qui se déroulaient à Éleusis. Entre les deux entrées se trouvait le premier bâtiment que l'on rencontrait dans le céramique intérieur, le Pombion. C'est un bâtiment rectangulaire avec une cour ornée d'un péristyle et des salles pour les banquets. La cour était parcourue d'une galerie semée de bancs et ornée de fresques qui représentaient des rhéteurs et des poètes. C'est ici que les Athéniens entreposaient le navire du défilé des Panathénées, auquel était suspendu le voile de la déesse Athéna, celui-là même qu'ils escortaient ensemble jusqu'au Parthénon. Le bâtiment servait aussi de gymnasium, dont l'entrée était libre à tous les citoyens. En prenant les portes qui débouchent sur la partie extérieure du céramique, j'ai commencé à parcourir les rues antiques, qui traversaient un espace champêtre, admirant au passage quelques-unes des sépultures les plus significatives des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Des stèles funéraires, comme autant de petites vues tirées de la pellicule d'un film, essaient de restituer brièvement la vie du défunt. Et là, au milieu de toutes ces existences passées, s'insinue la douleur des adieux. Sur toutes les stèles, les morts, les yeux tournés vers le lointain, ne regardent plus les leurs, mais contemplent l'au-delà, tandis que leurs proches, autour d'eux, se suspendent à ce dernier regard avant les adieux. Parmi toutes ces tombes, j'ai croisé celle de Dexiléos, un jeune cavalier qui, d'après l'inscription qui figure sur la stèle, perdit la vie pendant la guerre contre Corinthe, en 394-393 avant Jésus-Christ, et que ses parents ont fait représenter fort, victorieux comme ils voulaient se le rappeler. Le monument commémoratif de Dionysos, avec sur le bas-relief un taureau prêt à s'élancer, les stèles des ambassadeurs enterrés aux frais de la cité. Plus bas, l'une des plus connues du céramique, la stèle de Éguesso. La jeune Éguesso, assise un coffret en main, examine ses bijoux avec sur le visage un air si vivant de mélancolie qu'elle semble savoir qu'elle ne les reportera jamais. La tombe des Lacédémoniens, un peu plus loin, rappelle une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Athènes. Cette sépulture collective est la tombe de 13 hommes, avec encore visibles les traces de leurs blessures mortelles. Les Lacédémoniens combattaient aux côtés des oligarques au cours de la révolte des démocrates athéniens au Pirée, en 403 avant Jésus-Christ, sous les tyrannies des 30 et des 3000. Cette tombe fait partie de petits nombres d'entre elles qui ont été extraites du Démotion Sema, cette partie où l'on enterrait aux frais de l'État ceux qui étaient tombés au combat. Les autres se trouvent encore le long de l'avenue du Pirée. Et dans le musée, l'une des stèles les plus émouvantes, la grand-mère Ampharété qui se désole, non seulement de sa propre mort, mais aussi de celle de son petit enfant enterré avec elle. Sur la stèle, la grand-mère, assise, a dans les mains une statuette d'oiseau tournée vers le jeune enfant, qu'elle tient dans ses bras. L'inscription sur la stèle lui attribue ces mots: « Je porte ici l'enfant chéri de ma fille, que j'ai porté sur mes genoux quand nous étions vivants, et voyions la lumière du soleil, et maintenant morte, je le porte mort. » Tant d'histoires différentes à chaque pas, mais partout la même douleur face à l'absence. Le céramique est l'un de ces quelques lieux que je ne cesse de visiter, où se ressent si profondément la nostalgie liée au passage du temps. Les gens se recueillaient ici dans le souvenir du temps passé avec ceux qu'ils avaient aimés. Et les visiteurs d'aujourd'hui y éprouvent la même proximité avec leurs disparus. Mais ils sortent du céramique, plus vivants et plus légers. Dans une société adepte du tout de suite, qui s'emploie à combler le vide, à le faire disparaître comme s'il était un tabou, alimentant ainsi les crises de panique, ce lieu agit comme un temps d'arrêt à l'égard des rythmes effrénés du quotidien. Ici, dans la plénitude du calme, on peut prendre le temps de s'écouter soi-même. Ici s'estompent les distances entre passé et présent, et l'on prend conscience que nos sentiments ne diffèrent pas de ceux des hommes d'autrefois. Le céramique nous porte à la réflexion,
Nous sommes peut-être en crise également, parce que nous nous éloignons de nos besoins essentiels et que nous refusons de penser la douleur et l'absence.